Rebonjour à nos participants et participantes de ce matin et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci de nous avoir rejoints pour cette belle journée, et je ne parle pas que de la belle journée à l'extérieur, belle journée dédiée à la représentation des personnes afrodescendantes et racisées dans les musées et les expositions au Luxembourg et ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Laurence Brasseur, je suis muséologue et chercheuse et je suis votre modératrice pour cette journée. Et je suis encadrée par toute l'équipe du Centre de documentation sur les migrations humaines et du réseau afrodescendant FINCAPE qui sont à l'origine de ce cycle de conférences. Donc, merci à eux d'avoir rendu tout ceci possible. Alors, peut-être d'abord un petit résumé de cette matinée. Alors, par le biais de deux interventions passionnantes d'Antoinette Reuter et de Thomas Muteba, nous nous sommes intéressés aux images et stéréotypes véhiculés par les musées au Luxembourg et en Belgique, ainsi qu'à la façon dont les différentes cultures et leurs objets sont présentés et interprétés. On a également eu un bel échange avec vous, le public, où nous avons pu aborder un nombre de questions, par exemple celle de la restitution d'objets culturels africains. On a également abordé la question si le musée en tant qu'institution peut réellement être décolonisé. Peut-être important de dire pour ceux qui ne pouvaient pas être présents ce matin ou qui voudraient revoir les interventions, les vidéos seront mises en ligne prochainement et on vous enverra les liens par email dès que ça sera le cas. Alors, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? Nous commencerons par une intervention d'Ishraf Nasri, artiste, curatrice et activiste, intervention qui s'intitule « Habiter le monde de l'art en étranger-étrangère ». Elle nous parlera entre autres de son expérience personnelle et professionnelle et de la plateforme artistique Xeno dont elle est fondatrice. Après une pause de 5 minutes, nous passerons à la deuxième présentation intitulée Braided Identities de l'artiste pluridisciplinaire Jennifer Lopez Santos, où elle nous parlera de son expérience et de ses projets futurs. Après une petite pause, nous ouvrirons les débats avec vous, les internautes. Alors, pendant les deux interventions, vous avez déjà la possibilité de soumettre vos questions et vos commentaires par la fonction chat et on pourra en parler avec nos interlocutrices après la deuxième présentation. On aura également la possibilité d'ouvrir les micros et les caméras pour ceux qui désirent participer de façon plus active. J'ai vu que nous avions déjà un commentaire ou une question dans le chat. Alors déjà, merci beaucoup pour cela. Et je pense qu'on pourra prendre cette question ou ce commentaire aussi à la fin des deux présentations. Donc, sans plus tarder, je vous présente donc notre première invitée. Alors, donnez-moi juste un tout petit instant. Voilà. Alors, Ishraf Nasri est née à Tunis. Elle vit et travaille à Bruxelles depuis 2013. Après un master en art plastique en Tunisie, elle obtient un master en art visuel à l'Ensave-Lacambre à Bruxelles. Elle travaille également dans l'enseignement. Son travail plastique privilégie la rencontre avec l'autre et sa pratique de curatrice est fondée sur l'inclusivité, réinvestissant ainsi dans une démarche féministe intersectionnelle le rapport aux artistes et aux collectivités. Elle est entre autres fondatrice de Xeno, une plateforme artistique dédiée à toute personne ayant ou ayant eu un vécu social de femme, en particulier racisée, ainsi qu'aux queers et aux non-binaires. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir accueillir Ishraf Nasri et puis je vous passe la parole. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup de m'avoir aussi invitée aujourd'hui. Je vais essayer de partager mon écran, mais l'animateur a désactivé. Donc, merci pour la présentation et je vais juste compléter un tout petit peu. Je travaille surtout le médium photographique et j'ai commencé à élargir vers d'autres médiums comme la sculpture et le son. Donc, mon travail actuel questionne les impératifs de pureté et la domination patriarcale des corps des femmes dans les rituels de sorcellerie.
Je vais vous parler de ma propre expérience que j'avais vécue ici en Belgique. Donc, émigrée et racisée dans l'enseignement supérieur artistique en Belgique. La première chose, de quelle domination parle-t-on et comment se joue-t-elle? Premièrement, face à l'hégémonie épistémique. Donc, à l'arrivée à l'école, je me suis trouvée dans un domaine encore réservé à une élite bourgeoise, masculine, majoritairement blanche et majoritairement cis-hétéro, où la blanchité était voilà, une sorte d'universalisme universel. Donc, je me suis trouvée dans l'institution qui a la vocation de produire du savoir, avec une idée vraiment uniforme de ce qui est le bon art, de ce qui est le mauvais goût, avec des idées précises sur ce qui est de la valeur et sur ce qui n'a pas. Donc, comme j'ai dit, je me suis trouvée dans une position, dans un lieu de production et de transmission de savoir, mais aussi le lieu de naturalisation de ces savoirs et de cette domination. Comment et pourquoi? En fait, j'avais deux situations. La première pendant mes cours. Et donc, j'avais envie de travailler sur justement la danse transchamanique en Tunisie. Et la première réaction des profs était parler de sa propre culture, ses clichés. Faites attention, c'est un peu dangereux. Et donc, j'étais un peu freinée de quelle culture on parle et pourquoi ma culture, elle pose problème, alors l'autre culture, elle est comment? Elle est quelque part, elle est neutre. Et aussi, j'ai, dans le cadre, après mon master, dans le cadre de l'agrégation, donc le post-master pour donner cours, j'ai été confrontée à ma superviseuse qui m'a clairement dit que mon accent posait un problème. Et ce n'est pas grave parce que je donnais cours à des primo-arrivants, mais ça aurait posé un problème si je donnais cours à Uccle. Et Uccle, ici en Belgique, c'est un quartier privilégié, un quartier de riches, en fait. Deuxièmement, face à l'assimilation. Donc pour moi, c'était évident de devoir m'adapter et intérioriser les codes de ce milieu. Sinon, je vais être exclue. Donc je vais être exclue de ce domaine que je veux vraiment intégrer, mais aussi en tant qu'étrangère, ça posait problème parce que je devais prouver à l'Office des étrangers pourquoi j'ai raté cette année et avoir toute une paperasse et voilà. Donc, indépendamment aussi des frais d'inscription qui s'élèvent à 2 500 € par année, alors que pour les Belges et pour les Européens, c'est 350 € de minerval. Donc, c'était ça, j'avais beaucoup de contraintes, je ne pouvais pas vraiment prendre position, à part vraiment m'assimiler. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et à faire tendre un peu mon travail vers une idée d'universel. Donc, le projet dont je vous ai parlé sur la danse transchamanique en Tunisie, je l'ai complètement enlevé et j'ai commencé à travailler sur le langage mathématique comme un langage universel. Parce que, en fait, je cherchais cette reconnaissance. C'était une idée de l'Occident qui détient le savoir. Qui suis-je, moi, jeune Tunisienne, qui va s'opposer à ce savoir? Et donc, essayer d'incarner ces rôles assignés. Troisièmement, face à l'identification. Donc, mis à part à cette assimilation, la question s'est posée aussi au niveau d'identification. Donc, ou plutôt la non-identification. L'immense majorité des artistes invités, les profs eux-mêmes, ils sont des artistes blancs et blanches, des intervenants blanches et blancs. Et du coup, l'histoire aussi de l'art tel que je l'avais étudié, je n'avais pas vu de femmes racisées. Par contre, nous avons vu des tableaux de ces femmes représentées par des hommes blancs. Par exemple, j'aurais bien aimé étudier Baya, l'artiste algérienne,
de l'art humaniste, mais j'ai étudié, par contre, les femmes d'Alger de Picasso ou bien Odalisque à la culotte grise de Matisse. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que j'aurais bien aimé aussi diversifier les représentations, en fait. On arrive à l'orientalisme. Donc l'orientalisme est un mouvement artistique et littéraire qui prend son essor en Europe occidentale au XIXe siècle, et il s'intéresse au Maghreb et au Moyen-Orient. À travers ces tableaux, on voit ces femmes dans cette capacité limitée, exotisées et sexualisées, non seulement d'autres personnes extérieures de cette catégorie sociale immigrée ou racisée, véhiculent cette idée, mais moi-même, à force de voir ces images, j'ai commencé à croire aussi que ces voix limitées sont les seules manières d'exister. Et donc, ces représentations, ils sont principalement sur deux axes, soit servantes dominées, principalement les personnes noires, ou bien sexualisées et érotisées. Et je parle ici de l'orientalisme, bien évidemment. Ici, il y a une étude qui a été faite d'un site pornographique américain qui s'appelle X-Hamster. Et donc, on voit ici aussi, en 2019, dans la barre de recherche de ce site, chez les Français, il y a le mot « beurette » qui revient à chaque fois. C'est voilà, ça dit tout, en fait. C'est aussi un résultat de cette représentation qu'on a sur l'Orient et cette fétichisation, hypersexualisation de ces femmes. Et donc, pour protester, il y a eu le hashtag #PavOBeurette qui a été créé. Ben, ça continue jusqu'à maintenant, hein. Par exemple avec le clip de Blaze Territory qui a été filmé en Algérie. The Blaze, c'est un groupe de musique français, pas racisé. Et du coup, ils sont partis en Belgique, en Algérie pour filmer le quotidien, on va dire, algérien, mais dans une idée aussi d'une réappropriation culturelle. Il y a l'autre groupe qui s'appelle Acide Arabe, qui sont un groupe de 5 Français. Aucun d'eux n'est d'origine arabe, et ils font des clips comme celui-là. Donc voilà, ça continue encore, cette idée, c'est très récent en fait. Donc l'orientalisme qui a été écrit par Edouard Saïd en 78, intitulé l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Et en fait, l'objectif, ce qu'il dit Edouard Saïd, l'objectif de l'orientalisme en tant que système de représentation est de produire un autre pour mieux assurer la stabilité et la suprématie du moi, le moi occidental en fait. Par exemple, ici, il dit dans son livre, page 32, « L'orientalisme est un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient. » On arrive ici à après l'école, un long processus de réalisation. C'était pour moi, c'était un conflit interne. J'ai assimilé, j'ai intégré ces codes-là de ce milieu-là. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je retourne comme avant, 5 ans en arrière? Est-ce que je continue avec cette idée de l'art contemporain qui doit être dénudé de toute politisation, de toute culture? Donc, c'était un processus très, très long. Et donc, pendant 4 ans, j'ai rien produit. J'étais complètement bloquée face à cette situation, mais aussi la situation de papier parallèlement. Et donc, il y avait aussi des contraintes où, pour pouvoir rester, je devais prolonger mes études. Pour prolonger mes
je devais travailler. Si je travaille, je n'ai pas le temps pour produire. Si je n'ai pas d'argent pour produire, donc je ne suis plus artiste. Donc, toutes ces contraintes-là qui m'ont aussi bloquée au niveau artistique. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait et comment j'ai commencé à réfléchir, à trouver des solutions pour prendre part de ce milieu quand même, mais avec ma propre manière. Donc, première chose, c'est repenser et questionner l'hégémonie occidentale dans la production et la diffusion du savoir et des modèles. 2. Valoriser les productions artistiques et les recherches en provenance des pays du Sud global qui sont peu visibles dans les champs académiques occidentaux. 3. Étudier l'histoire de la colonisation et de l'esclavage comme porteur d'un héritage d'oppression responsable d'une marginalisation accrue avec un accès limité à la culture. 4. Agir contre l'invisibilisation de cette catégorie sociale. 5. Créer des espaces pour nous et par nous. À travers quoi? Pour moi, c'était évident puisque je suis une femme, mais je ne suis pas seulement une femme, je suis une femme racisée. Et donc, j'ai utilisé le concept de l'intersectionnalité comme un outil d'analyse de croisement de multiples formes d'oppression, afin de comprendre les dégâts de combinaison de deux ou plusieurs discriminations sur une seule personne. Oui, mais comment? Tout ça a été théorique. Maintenant, on va parler de l'exemple pratique. Xéno. Donc, à partir de ces réflexions-là, j'ai eu l'idée de créer Xéno. C'est quoi Xéno? Xéno est une ASBL dédiée aux femmes, en particulier racisées et au cuir. C'est une plateforme artistique itinérante et un laboratoire de recherche théorique sur les questions féministes intersectionnelles avec un volet consacré aux études postcoloniales à travers des arpentages de livres. Notre première exposition, c'était dans un loft d'un ami qui est aussi artiste. Et donc, c'était une nécessité pour pouvoir montrer notre travail et pouvoir sortir de ce cadre académique et institutionnel pour parler de l'art qu'on veut, l'art ancré dans une réalité sociale et politique. C'est un art qui nous parle, en fait. Donc, on a créé des fanzines. Donc, l'engagement de Xéno porte sur l'art comme un outil politique et social à partir de 3 questions. En fait. La première, c'est comment nourrir un nouveau paradigme artistique contemporain fondé sur les concepts de collectivité. Comment créer une esthétique qui déconstruise les valeurs culturelles et sociales instituées. Comment nous situer dans une société en tant qu'artistes femmes racisées LGBTQ+. Le but de Xéno est de soutenir, visibiliser, promouvoir les artistes et femmes et non-binaires, avec une attention particulière, bien évidemment, aux artistes racisés, et toutes celles qui peinent à exister dans ce quant à soi dont j'avais parlé tout à l'heure. Et donc, je voulais finir avec le livre « Décolonisons les arts » qui, à l'initiative du collectif Décoloniser les arts basé à Paris. Et donc, il y a dans ce livre 12 témoignages d'artistes, plutôt dans le domaine d'art de la scène, et qui parlent à tous les qui parlent de leur propre expérience face à la discrimination dans leur domaine. Donc, je voulais finir avec ça. Je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. J'ai essayé de faire vraiment très vite parce que voilà, j'ai essayé de ne pas dépasser les 15 minutes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Ishraf Nasri pour cette présentation très intéressante et aussi merci beaucoup d'avoir parlé aussi ouvertement aussi de votre expérience personnelle
Je pense qu'on a certainement parmi le public beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à votre expérience à vous et je pense que c'est toujours, ça aide toujours voilà, de s'échanger sur ces choses-là et de voir voilà, comment d'autres personnes ont vécu peut-être des choses similaires. Alors je suis sûre qu'en plus vous aviez différents concepts, questionnements dont on parlait aussi un peu ce matin, comme l'autre, l'orientalisme, le fait de montrer le corps noir soit d'une façon dominée ou sexualisée, etc. Donc, je pense qu'on aura beaucoup de matière pour une discussion et un échange par la suite. Je vois qu'il y a déjà des questions qui rentrent, donc voilà. Alors, ce qu'on avait dit, c'est qu'on va maintenant faire une petite pause de 5 minutes avant de passer à la prochaine présentation de Jennifer Lopez Santos. Ça donnera aussi l'occasion à vous, les internautes, voilà, peut-être de formuler déjà vos questions et vos commentaires. Et voilà. Donc, voilà, il est 14h23, donc oui, je pense qu'on pourra se retrouver d'ici allez, 5 minutes, juste le temps, voilà, de reprendre un peu, pour reprendre un peu nos forces et voilà, et on sera de retour. À tout de suite. Merci. Alors, reprenons. Donc, nous allons, après cette première intervention très intéressante d'Ishraf Nasri, nous allons alors passer à la deuxième intervention. Alors, je suis ravie d'accueillir Jennifer Lopez Santos, que je présenterai brièvement. Donc, Jennifer Lopez Santos est artiste pluridisciplinaire luxembourgeoise originaire du Cap-Vert. Elle a été formée en stylisme à la Haute École Libre Lausanne à Liège. Ayant étendu son langage artistique à la danse, elle s'investira en 2021-22 dans des projets artistiques d'envergure questionnant les identités et les représentations. Et elle est également membre fondatrice de FINCAPE, le réseau afrodescendant du Luxembourg, qui sont donc co-organisateurs de ce cycle de conférences. Voilà, je souhaite la bienvenue et je passe la parole à Madame Lopez. Bonjour tout le monde. Merci Laurence Brasseur pour la présentation. Oui, effectivement, je suis artiste pluridisciplinaire, cofondatrice et responsable artistique de l'ASBL FINCAPE. Et pour vous raconter un peu mon parcours, je pense que je vais commencer par ça parce qu'en fait, les projets qui se mettent en place, qu'on présentera les prochaines années, vont pouvoir expliquer le changement dans mon parcours en tant qu'artiste. Donc j'ai étudié, comme vous l'avez dit, à l'art et métier. Donc, j'ai touché un peu à beaucoup de médiums différents. J'ai commencé par la peinture, le dessin. En parallèle, je faisais de la danse au Conservatoire du Luxembourg. Et par après, donc, je suis allée étudier le stylisme et le modélisme à Liège. Donc, ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que déjà tout le long de mon parcours personnel, même scolaire ou même professionnel, c'est qu'on se retrouve toujours face justement à une certaine discrimination, on va dire ça de cette manière-là. C'est que, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte un peu. Il y a cette histoire de se suradapter à son environnement. Et l'assimilation, comme Ishraf Nasri avait expliqué. Et à ce moment-là, on se met on met des costumes ou des masques justement pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Si j'observe vraiment mon parcours, c'est ce que j'ai toujours fait. Et, mais justement, à quel prix? À quel prix, à quoi ça sert de se suradapter à ce point? Donc justement, pour pouvoir passer, pour rentrer dans les normes, mais au final, le retour qu'on reçoit se limite très rapidement à notre physique et pour ma part, donc ma couleur de peau. Et c'est très difficile. Moi, je suis née au Luxembourg, donc déjà ma culture est métissée et mélangée.
Donc à ce moment-là, je me suis souvent, et jusqu'à présent encore, hein, je me vois en tant que déracinée, vraiment. Malgré le fait que le travail de mon entourage ou la famille, qui ont très, très bien fait partager notre culture et tout ça, mais à l'extérieur, on essaie de limiter, pour ma part en tout cas, la différence, parce qu'on est constamment arrêté à ça. Heu, donc ce que j'ai vécu, bah, déjà pendant ma scolarité au Luxembourg, il y a eu des périodes où j'ai subi donc des propos racistes dans mon parcours, que ça vienne, des collègues ou même aussi de certains professeurs. Mais bon, ça n'a jamais été des propos racistes très frontales, ça a toujours été très subtil. Donc les stéréotypes. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne m'arrêtais pas à ça. Je continuais parce que je savais très, très bien que si j'allais m'arrêter à ce genre de réflexion, j'allais pas pouvoir arriver à mon but. À partir de ce moment-là, donc je pars faire mes études à Liège, ce que me semblait encore, allez, faisable, le fait de passer entre les mailles du filet ici au Luxembourg, bah, à Liège, ça c'était plus le cas. Là, j'ai vraiment fait face à des propos qui étaient, qui me limitaient vraiment. Encore une fois, je ne me suis pas arrêtée à ça, donc on se bat pour, se faire valoir et se démarquer et montrer que voilà, qu'on est bien à notre place. Mais bon, ce genre d'exercice constante, crée une fatigue mentale qui est très lourd à porter au final. Et donc après mes études, je suis revenue au Luxembourg et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose de similaire avec Ishraf Nasri. C'est que moi aussi, j'ai fait face à 4 années de pause en quelque sorte. C'est-à-dire, j'ai complètement changé de domaine, je suis allée travailler, comme, monsieur et madame tout le monde, un boulot où j'avais un salaire, et qui me plaisait bien quand même parce que j'étais dans le domaine éducatif, dont j'ai même fait une formation d'aide éducatrice à ce moment-là. Mais comme ça, à côté, je pouvais continuer à être créative sans pour autant, me heurter à des portes fermées au final. Ce que je croyais être des portes fermées. C'est que la fatigue était tellement, présente que, je voulais garder ça pour moi, en fait. Mais ce qui m'empêchait pas de participer à quelques expositions, avec, d'autres collectifs d'artistes. Donc voilà, mais c'était sans contrainte. Et puis, récemment, depuis 2 ans, je me suis lancée en tant qu'artiste indépendante, pardon, en tant qu'artiste indépendante et ça aussi, ça a été une démarche assez, qui m'a demandé beaucoup de courage. Bon, au final, je me suis dit, «Je vais pas faire autre chose et vivre à côté de ce qui m'est prédestiné en quelque sorte, de ce dont j'ai envie», donc je me suis lancée et donc après mes études de styliste, à ce moment-là, j'ai quand même retrouvé le besoin de retravailler le textile. Donc j'ai préparé, quelque sorte un projet qui s'appelle le Golpada, que je vais vous présenter. Voilà, si vous savez voir. Donc Golpada, c'est un projet où, en fait, un retour aux sources. Golpada signifie c'est un mot capverdien qui signifie une grosse gorgée, parce qu'à ce moment-là, vraiment, j'avais, cette soif de connaissances et de me reconnecter avec mes racines et donc à ce moment-là, j'ai construit un projet qui va vers, la récupération, textile et autres. Parce que justement aussi, pendant les études de stylisme, ce qui me dérangeait beaucoup aussi, c'était la surconsommation et donc de faire un métier qui penchait, qui soutenait un peu cette industrie de surconsommation, bah, ça aussi, c'était une limite que j'avais sentie et donc voilà, j'avais besoin de ces petites pauses pour vraiment retrouver ce qui m'était le plus, important. Donc dans cette collection, ce projet Golpada, bah, en fait, je suis partie au Cap-Vert pendant 1 an pour d'autres raisons, pour une mission, mais à ce moment-là aussi, j'ai pu, m'enraciner en fait, retrouver le chemin pour essayer de retrouver, mes racines et justement de redécouvrir ce pays à travers mes propres yeux et pas à travers, des souvenirs lointains d'un membre de la famille ou bien le fait d'aller en vacances, ça a pas le même aspect. Il fallait vraiment que j'y reste, que j'y vive pendant 1 an et encore qui m'a semblé très, très court.
pour un peu récupérer cette identité dont j'avais besoin de rencontrer sans être influencée par un autre regard. Donc dans cette collection, j'ai eu l'opportunité en 2018 de faire la pièce maîtresse, dont j'ai pu participer au biennale des mains de maître au Luxembourg. Donc j'étais très contente d'avoir été acceptée, que mon projet ait pu être exposé parmi d'autres créations, d'autres créateurs très enfin, renommés au Luxembourg et même d'ailleurs. Et dans cette pièce maîtresse de ma collection, en fait, dessus, j'ai un peu regroupé les éléments qui me semblaient essentiels du Cap-Vert. Donc, la structure que vous voyez tout autour et que vous voyez aussi du côté du dos, c'est un peu ce que j'ai pu reprendre d'une manière conceptuelle de l'environnement et le paysage que je retrouvais sur chaque île. Parce que voilà, le Cap-Vert, c'est une archipel de 10 îles qui sont complètement différentes les unes des autres et donc dont même les couleurs sont différentes. Donc je regroupe ça sur cette structure. Et sur la robe même, c'est une robe que j'avais récupérée, donc qui avait déjà une vie avant, que j'ai portée aussi en étant au Cap-Vert. Et donc cette robe, j'ai fait de la broderie. Donc cette robe m'a servi comme surface, comme un carnet de voyage pour pouvoir y broder une partie de l'histoire, de mon héritage. Donc sur la broderie, vous vous retrouvez ici, si vous pouvez le reconnaître, c'est Césaria Évora. Donc c'est une icône emblématique du Cap-Vert qui est connue dans le monde entier. Et donc qui pour moi aussi, voilà, quand je pense au Cap-Vert, bah, j'ai été bercée quand même par Césaria Évora avec sa musique. Et ça, c'est mon premier guide en fait, émotionnel par rapport à mon pays d'origine. Et puis, devant, vous aviez, le portrait, de Amilcar Cabral, qui a donc lutté pour l'indépendance du Cap-Vert et donc voilà, c'était pour moi aussi le retour aux sources. C'est un peu retrouver, sa famille et en quelque sorte, symboliquement, ses parents. Donc voilà, les 2 que je considérais comme, des éléments essentiels pour retrouver, mon schéma en quelque sorte. Donc voilà et puis d'autres éléments que je trouvais aussi, au Cap-Vert, comme ce oiseau qui, est porteur de chance sur certaines îles, par exemple. Et donc, la collection qui va être construite à travers ça n'est pas encore est en cours justement, n'est pas encore faite et sera présentée, l'année prochaine. Et donc voilà, là, sur les photos, vous pouvez voir juste, quelques images sur les recherches, c'est-à-dire c'est des vêtements récupérés que je vais donner une deuxième ou peut-être même une troisième vie parce que ces vêtements-là ont déjà il y a certains qui ont vraiment vécu bien plus que juste, une deuxième main, quoi et puis des croquis que je commence pour mes recherches. Donc voilà, à travers, ça c'est en fait la démarche que j'ai entamée vraiment par besoin de me retrouver et en tant que personne et pour mon identité. Puis, heureusement, depuis l'année dernière, grâce à cette conférence Being Black in Luxembourg, bah, le sujet, qui me tenait tant à cœur, c'est-à-dire de parler des discriminations raciales et autres, ça a vraiment enfin le sujet qui était tabou au Luxembourg a enfin pu mettre, heu, en lumière. On a enfin mis la lumière dessus et c'est là où en parallèle, un peu avant cet événement, on avait créé, notre ASBL, qui n'était pas encore une ASBL à ce moment-là, mais c'était un réseau, afrodescendant au Luxembourg, donc FINCAP, dont je vous présente ici, les premières membres. Donc on est un groupe de femmes. Aujourd'hui, je signale qu'on est un peu plus et qu'on a aussi des hommes, dans l'ASBL, que je salue d'ailleurs parce que je pense que Elder Dagrassa est parmi nous aujourd'hui et d'autres membres aussi. Donc voilà, c'est, avec FINCAP, bah, j'ai pu aussi, développer cette idée, de la représentativité dans l'art justement. Parce qu'on s'engage, dans la politique, donc on fait des plaidoyers, dans la politique, on crée des projets dans l'action sociale et donc dans l'art aussi, dont j'en suis, responsable.
Donc ici, vous voyez juste un peu mon profil et ma petite présentation. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi l'occasion de créer une exposition qui aura lieu l'année prochaine aussi, au cadre du CDMH, qui nous a fait une belle proposition de pouvoir organiser une exposition. Et dans ce cadre-là, j'ai pu, parmi mes contacts, rassembler quelques artistes afrodescendants que je connais depuis très longtemps et qui sont dans la même démarche. Et je me suis dit, voilà, si jamais on demande à ce que les artistes afrodescendants soient plus présentés dans les musées ou autres, il faudra d'abord se retrouver et savoir où on est, justement pour se rassembler. Et je pense qu'ensemble, on pourrait justement créer un mouvement pour contrer cette question, voilà, mais vous êtes où? Bah, on est là et on a beaucoup plus. Et moi, c'est ce que je prends un peu comme mission, c'est d'un peu de nous rassembler et de créer nos projets aussi pour pas encore une fois que notre histoire soit racontée par d'autres personnes qui ne sont pas concernées, mais venant de nous-mêmes. Donc dans cette exposition qui s'appelle, Braided Identities, donc les identités tressées, l'idée, c'est un peu, donc la même démarche que j'ai pour moi-même, donc en essayant de rester le plus authentique possible, de tout simplement faire un état des lieux. C'est-à-dire, avec, ce problème d'être face à l'assimilation constamment, au final, ça crée une crise identitaire. Donc on en fait quoi de cette crise identitaire? On peut rejeter, les origines pour comme je l'ai fait pendant longtemps, pour pas être confronté, d'essayer de passer, le plus discret possible, ou bien on dit stop, mais quand on dit stop, il faut aussi retrouver ses racines, donc il faut aussi s'informer et connaître son histoire. Mais sans avoir fait tout ça, on fait juste un état des lieux, on se dit: «Voilà, j'ai quoi comme élément?» Ma culture, elle est mélangée. Je suis influencée par ce qui m'entoure, mais j'ai aussi mon héritage. Donc comment je mélange tout ça? Parce que c'est possible de mélanger tout ça. Donc juste faire un tableau pour essayer de voir les éléments qui proviennent, d'un monde ou de l'autre, justement. Et donc dans ce cas de cette exposition, on sera 4 artistes que je vous présente ici, donc moi inclus. Et donc au final, chacun est libre. C'est une opportunité pour les gens un peu de rentrer dans la peau, des artistes justement pour savoir comment eux se perçoivent eux-mêmes et peut-être à partir de ce moment-là aussi créer un dialogue justement. Parce que le problème ce n'est pas enfin la crise identitaire n'est pas un problème, c'est juste, se prendre le temps de se redécouvrir et constater qu'au final qu'on est, constitué de plusieurs éléments justement et que c'est justement une richesse, heu, plus qu'autre chose. Donc voilà, je vous présente donc Oriane Brouillat Kodji et Ouyi Nossa Odia, que je ferai le plaisir de pouvoir, travailler avec, ces prochains mois et début de l'année prochaine pour l'exposition qui aura lieu normalement l'année prochaine en octobre. Je dis normalement parce que tout doit être encore confirmé, mais cette exposition aura bien lieu l'année prochaine. Heu, donc après cela, j'ai un autre projet qui est très important. Je vois que j'ai fait quelques gribouillas sur mes photos. L'autre projet, c'est, Papaya. Papaya est un projet, qu'on a, heu, envoyé, pour le Capitale européenne de la culture 2022, donc Edge 2022 et dans ce cadre-là, en fait, nous voulions avec Fincapé justement qui est le porteur du projet Papaya, aussi en faire partie justement parce qu'il s'agit aussi, heu, pour Edge 2022 le sujet qu'ils mettent en avant, c'est le remix. Donc il y a plusieurs volets de remix, donc tout le monde peut faire son interprétation de remix. Donc nous, on s'était dit: «C'est que c'est quand même important qu'on fasse partie, du programme, en espérant d'être accepté parce que justement, on incarne un certain remix en nous. Donc que ça soit, des cultures mélangées et notre métissage au final. Donc pour ce projet, nous sommes
à 4. Voici l'équipe d'artistes. Le projet Papaya va être une série de performances qui va un peu voyager dans quelques communes qui sont incluses dans le cadre de H 2022. Et ce projet part d'un élan et d'un mouvement afroféministe et décolonial. C'est-à-dire, je 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 travaille avec mon binôme qui sera à ce moment-là Mélissandre Varin, qui est aussi artiste pluridisciplinaire et chercheuse et qui travaille beaucoup dans le montage vidéo ou installation vidéo. Et moi, à ce moment-là, je m'occupe, je vais créer des costumes et aussi, à travers la danse, pouvoir incarner, le sujet qu'on va présenter. Donc, le sujet qu'on présentera, c'est, des histoires individuelles à l'histoire collective, c'est-à-dire que ça crée un effet miroir, entre, Mélissandre et moi. On ne se connaissait pas avant, mais au final, tout ce qu'on peut dire sur notre vécu en tant que femme afrodescendante se ressemble. C'est vraiment un effet miroir et du coup, encore une fois, on fait un état des lieux de jusqu'où, heu, ces charges mentales ou raciales ont pu infecter ou influencer, notre vie au final. Chose qu'on n'a peut-être jamais fait, juste s'arrêter pour réellement cette fois-ci plonger plus profondément sur chaque petit détail. Donc on a déjà commencé à entamer ce projet et ce qu'on constate, c'est qu'au final, l'héritage, entremêlé entre l'esclavage et le colonialisme transpire dans nos gestes, hante nos esprits, ponctue nos quotidiens, influence nos relations aux autres et à l'environnement. Donc, comment faire pour libérer ces chaînes invisibles? Une déconstruction est forcément indispensable à ce moment-là. Et dans ce projet, on voudrait partager les difficultés donc, qu'on rencontre en tant qu'artiste afroféministe, genrée et racisée. Et on invite aussi d'autres personnes ou le public à prendre part à cette émancipation ou cette déconstruction. C'est-à-dire, dans notre programme, on aura des performances donc, qui vont voyager dans plusieurs communes. Donc, on commence sur le point de départ A. Dans le prochain rendez-vous qui sera sur une autre commune, on développera ce qu'on a commencé à l'étape A, et puis ainsi de suite. C'est vraiment une construction. Et parmi ces endroits qu'on propose, il y aura aussi des ateliers. Donc, ça peut être des ateliers d'échange, qu'on doit encore décider. Certains ateliers vont être en mixité et d'autres en non-mixité. C'est-à-dire en mixité pour que vraiment, sans être forcément afro-descendante aussi, bah, que peut-être d'autres personnes vivent certaines discriminations et pourquoi pas les comparer. Et puis d'autres ateliers qui vont être en non-mixité, c'est parce que c'est très important aussi qu'on crée un endroit où on se sent libre de pouvoir dire certaines choses. Parce qu'on a constaté que ces deux ateliers différents peuvent avoir un résultat complètement différent, justement. C'est-à-dire que dans l'un, vu il y a cette diversité, on va peut-être pas oser parler de certains sujets plus en profondeur comme on aimerait le faire, par peur de heurter, mais pourtant l'envie et le besoin y est de pouvoir juste en parler, trouver un endroit pour pouvoir déposer les sujets. Et alors que dans l'autre volet, où ça sera plutôt un partage et comparaison peut-être des situations, bah, ça sera aussi pour voir les points communs. Parce que le but final dans ce projet, ça serait au final, premièrement, de pouvoir avoir le courage de se mettre sur scène et se présenter authentiquement avec les difficultés, avec ce qu'on est au final et pouvoir aussi pour nous, c'est un travail très, heu, très, profond de vraiment aller dégoupiller certaines choses qu'on voulait peut-être pas voir. Parce qu'il y a aussi dans nos gestes quotidiens, bah, par exemple, le fait de se lisser les cheveux. Aujourd'hui, j'ai les cheveux lissés, par exemple, bah, pourquoi, j'ai eu besoin de le faire? À quelle fréquence je le fais? Et pour quelle occasion je le fais?
Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est encore un mécanisme de défense pour pouvoir mieux passer? Parce que si j'ai les cheveux lâchés, bouclés, que j'ai mon afro, j'ai pas envie qu'on mette les mains dedans, donc je préfère les lisser. Peut-être si je me présente dans un entretien d'embauche, peut-être que ça marche mieux ou pas. Donc on va vraiment détailler nos vécus et nos petits tuyaux qu'on a pu, créer pour pouvoir, passer en douceur sans confrontation. Et à la fin, de ce projet, c'était vraiment pour essayer d'analyser le clivage qu'il y a entre, nous et les autres. C'est-à-dire entre, la séparation du noir, afrodescendant, racisé et les autres, le blanc, par exemple. Et vraiment trouver un lien commun ou en tout cas proposer une ouverture pour pouvoir avoir ce dialogue-là. Voilà. Euh, Merci beaucoup, Madame Lopez, pour je dirais, cette présentation très intéressante et très touchante aussi. Je dirais, comme la présentation avant vous d'Ishraf Nasri, c'est des témoignages très poignants aussi, de voir, d'entendre la force mentale et la résilience qu'il vous a fallu et qu'il vous faut toujours. Donc, merci beaucoup pour avoir partagé tout ça et aussi vos projets qui donnent quand même une perspective, une note plus positive. Euh, Avant de partir en petite pause pour que tout le monde peut-être puisse digérer un peu tout ça aussi et formuler ses questions et ses commentaires, je voulais juste vous poser une petite question. Donc, c'était vous aussi c'est vous qui êtes à l'origine aussi du visuel de cette conférence. Ouais. Alors, je ne sais pas si on a l'image ou si vous l'avez sur vous. Ouais, je Euh, l'ai sur moi, je peux le partager si Super. Et si vous vouliez peut-être nous dire quelques mots là-dessus aussi, parce que je trouve que c'est une image très forte et voilà, ça serait, je pense que les internautes aussi seraient très intéressés d'en entendre plus. Oui, avec plaisir. Cette image, cette illustration, bon, c'était une surprise qu'on m'ait demandé pour faire, l'illustration, et c'est avec plaisir que je l'ai faite d'ailleurs. En fait, ça partait sur la représentation, des afrodescendants ou des personnes racisées, hem et justement cette manque d'être représentés et là, c'était vraiment par rapport à ce projet, c'était vraiment, je l'assume, c'était une réaction très, personnelle de me dire, souvent on n'est pas représenté ou bien on parle de nous à notre place et au final, j'ai fait ces silhouettes qui sont donc très variées, qui sont un peu dans la transparence avec le fond. On ne sait pas, voilà, il faut vraiment, y prêter attention pour pouvoir, les voir. Bah, c'est un peu l'aspect transparent ou inexistant presque dans l'environnement, donc de ne pas réellement être intégré dans l'image, collective des fois. Mais pourtant, il y a des expressions de visage différentes, hein, et les regards justement restent ciblés, sur, la personne qui prend la parole pour notre place. C'est-à-dire, les yeux sont vraiment rivés, sur, la personne qui regarde cette illustration justement pour c'est comme si les yeux parlaient en fait. Pour, la voix qu'on ne nous laisse pas, bah, les yeux parlent et ces yeux disent, «Voilà, vous avez beau parler à notre place, mais on est bien là» et on garde l'œil dessus, sur ce qui est dit. C'est pas parce qu'on ne prend pas la parole, c'est peut-être parce qu'on ne nous laisse pas la parole ou qu'on ne nous écoute pas, que des fois on prend la parole, mais on garde l'œil dessus, voilà et on n'est pas dupe. Donc c'est un peu mais les émotions sont très différentes par rapport à comment ce que ça nous fait au final de ne pas avoir cette parole très souvent. Voilà. Merci, merci beaucoup pour ces explications. Comme je disais, c'est une image très puissante et, et quand on entend toute votre réflexion et des démarches qu'il y a derrière et aussi ces regards hein, sur cette image, je pense que c'était très, très puissant. Merci beaucoup Merci. pour ça.
Voilà, donc on a eu vraiment deux très belles et très fortes présentations et je vois dans le chat qu'on a déjà beaucoup de questions aussi. Je vais bientôt passer la parole à Heidi qui s'occupe de la synthèse de toutes ces questions. Et je voudrais préciser aussi, ben voilà, tout au long de la discussion, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions et d'ajouter vos commentaires et aussi, bien sûr, de lever la main si vous voulez participer de vive voix. Voilà, donc je passe la parole à Heidi pour les questions. Alors bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par la question de Madame Myriam Abaïd qui écrit Bonjour Ishraf Nasri, merci beaucoup de mettre en lumière le rapport de domination et cette forme de racisme dans les arts. Votre description d'orientalisme décrit par Edward Said est juste. Cet orientalisme est également visible dès le XVIIIe siècle, les lettres persanes, et puis avec l'avènement des mouvements réalistes et romantiques. Je pense notamment à Gérard de Nerval et son voyage en Égypte. Selon vous, comment a-t-on passé de la femme orientale prostituée à disposition de l'homme et particulièrement de l'homme blanc à celui de femme soumise, voilée, ne pouvant se détacher de la présupposée domination masculine des siens? Merci beaucoup. Oui, je vais relire ce que Myriam Abayed a dit. Mais en fait, pour moi, on n'est pas passé, on est toujours encore dedans. De toute façon, le corps des femmes, il a été toujours contrôlé, que ce soit principalement par le patriarcat, mais aussi par rapport, par exemple, aux hommes blancs. Il y a aussi une idée que les femmes musulmanes ou les femmes voilées, elles sont sous pression de l'islam, mais en fait, en réalité, c'est encore répéter le même schéma, parce qu'il y a énormément de femmes qui ont choisi aussi de porter le voile vraiment librement, et cette image de la femme, elle est exotisée dans les deux cas, que ce soit voilée ou que ce soit prostituée. Et de toute façon, le corps des femmes, il est problématisé, ou il pose problème en tout cas dans la société, dans toute société et surtout la société occidentale. Ça rajoute encore une couche de voir cette femme complètement libérée, ou ce qu'on dit, si elle met le voile, ça veut dire qu'elle n'est pas libre, alors que c'est une idée complètement je trouve complètement d'arriver à un pouvoir en fait de domination, de devoir dire que cette femme elle est comme ça, ou cette femme elle est comme ça. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous pouvez aussi reformuler si vous voulez. Voilà. Merci. Donc, si vous voulez plus de détails ou une reformulation, vous pouvez toujours écrire à nouveau sur le chat et je lirai, ou sinon parler à voix haute. Donc, je passerai à la question de Monsieur Elder Dagras. Bravo pour vos initiatives, Ishraf Nasri. Existe-t-il des cursus dans les études d'art aujourd'hui qui thématisent les problèmes que vous avez rencontrés dans votre parcours? Dans les écoles d'art, à ma connaissance, il n'y en a pas, et ce n'est pas pour rien qu'on doit les créer. On les crée en dehors de l'académie et des institutions, parce que c'est toujours là-bas où supposé avoir le savoir, et l'idée des savoirs, elle n'est même pas posée. Donc, créer des espaces pour nous, indépendamment de ça se passe ou ça se passe dans l'espace académique, ça c'est le plus important, je trouve. Mais des études à proprement dit qui ont été faites pour ça, pas à ma connaissance. Merci. Nous avons encore un commentaire de Madame ou Monsieur Hirdel qui nous dit « Super projet en perspective, j'ai hâte de découvrir, bravo ». Puis une question de Monsieur Narcisse Dovenon. Merci à Ishraf Nasri et à Jennifer Santos pour leur contribution et leur intervention. Je voudrais leur demander si la pause involontaire qu'elles ont chacune connue lors de leur parcours, si cette réalité est encore aujourd'hui d'actualité. En d'autres termes, est-ce que des personnes afrodescendantes continuent encore de connaître ces blocages parce que, soi-disant, ce domaine serait réservé à une certaine classe donnée?
Enfin, y a-t-il espoir que les choses changent selon vous? Peut-être Jennifer, si tu Oui, veux. Ou... peut-être Jennifer. Oui, je veux bien. Bah, ce genre de discours, ce genre de blocage, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs personnes qui venaient de domaines différents, pas juste dans le domaine de l'art ou culturel, ou même dans des grandes entreprises où, au final, les histoires se ressemblent vraiment. C'est quand je dis, c'est pas juste des histoires individuelles, mais des histoires collectives, c'est que je rencontre des gens qui ont vécu la même chose et où c'est souvent, lié avec des burn-out ou bien même des dépressions et c'est pour ça aussi que j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, mais dans notre projet Papaya, je prends contact aussi avec une psychologue, justement, pour donner l'autre aspect de cette charge justement qui nous fatigue, jusqu'où vraiment elle nous paralyse, en fait, dans nos démarches. Moi, pour moi, c'était clairement, quelque chose que j'ai pu analyser. J'ai pris le temps, heureusement que j'ai pu prendre le temps d'analyser et de vivre cette période réellement pour comprendre d'où elle venait. Par contre, après, il me faudrait des éléments de spécialistes. Ça, c'est pour ma personnelle. Je ne dis pas que tout le monde en a besoin, mais pour vraiment mettre des mots dessus, pour pouvoir cerner, parce que je pense vraiment que c'est une il y a une structure cachée là-dedans, enfin, il y a une descente quelque part, dans l'obscurité où on se perd complètement, qu'on a besoin d'avoir, des mots pour se repérer là-dedans et justement pouvoir en ressortir et à ce moment-là, faire un travail profond, personnel est plus que nécessaire et pour ça aussi, moi j'ai cherché, donc une psychologue, afro-descendante, heu où je sais qu'elle pourra m'apporter, justement quelques éléments. Le fait qu'elle soit aussi afro-descendante, justement, qu'elle sache exactement de quoi je parle. Parce que j'ai déjà aussi eu recours avec d'autres psychologues qui ne sont pas forcément, racisés ou afro-descendants, où certains sujets restent un peu, stagnent et donc voilà, le problème peut rester ou bien revenir à ce moment-là, tant qu'on ne sait pas mettre des mots et pour moi, c'est très important et j'en apprends tous les jours et c'est quelque chose qui aide justement. Mais c'est pas des cas isolés. Peut-être aussi la perspective. Merci Jennifer. Peut-être aussi la perspective d'Ishraf Nasri sur la question, si vous voulez. En fait, je suis complètement d'accord avec Jennifer et donc il nous faut des mots et il nous faut un cadre théorique pour pouvoir se reposer dessus et savoir que c'est complètement, c'est des discriminations complètement structurelles et institutionnelles en fait, et donc c'est pas des cas isolés. Mais je voulais rajouter aussi que ce n'est pas seulement un problème de classe, mais c'est aussi un problème de race et aussi de genre. Donc l'intersectionnalité de ces ces trois discriminations peuvent aussi avoir le même résultat. Et puis encore, je voulais rajouter aussi que, par exemple, Jennifer et moi, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, et on a eu la même histoire. Donc j'imagine aussi bien que si nous, on a la même histoire, c'est une histoire aussi qui peut se transposer sur plusieurs autres personnes afrodescendantes. Et donc il faut voir les choses dans leur globalité, il me semble. Ce n'est pas juste des cas isolés. Merci. Voilà. Nous avons reçu beaucoup de félicitations, donc bravo pour ce visuel et merci. Très belle présentation, bravo, par Madame Sabrina Castello. Team Jennifer, super présentation et illustration, bravo. Par Monsieur Elder de Grasse, bravo Jennifer pour tous ces projets en cours et futurs. J'imagine que c'est la première fois que des artistes afrodescendants, afrodescendantes sont tellement impliqués dans une programmation culturelle majeure au Luxembourg. Je pense que cela aura un impact fort. Je pense qu'énormément d'afrodescendants se reconnaissent dans vos parcours à vous, Jennifer et Ishraf. Faire profil bas, se cacher, la peur de faire des erreurs sont des traits de caractère typiques de nos communautés et il est grand temps d'inspirer les individus à en sortir. Courage.
par Madame Madeleine Yogi. Pardon si je prononce incorrectement les noms. Merci Ishraf et Jennifer pour vos présentations. Vos parcours n'ont pas été simples. Bravo, plein de courage par la suite. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires et questions sur le chat et j'ouvre maintenant le débat à tout le monde qui souhaite parler à voix haute. Donc, vous pouvez faire signe. En attendant, je passerai peut-être, on avait eu tout au début, à 14 h, il y avait eu un commentaire du Comité pour une paix juste au Proche-Orient qui était en lien avec ce matin, mais je vais peut-être essayer de prendre ce dont on a parlé ce matin et de le lier peut-être à nos présentations de cet après-midi. Je ne sais pas si Antoinette, elle a encore sur son ordinateur la photo dont on parlait ce matin, donc du nu de l'exposition Plaques, parce que la question parle de ça. Donc le commentaire dit, en lien avec la discussion du matin, j'ai échangé avec mon compagnon germano-polonais et mon fils de 20 ans à propos de l'expo Plaques et du choix de la peinture pour sa promo. Leur première réaction, quel cliché, point d'interrogation. Ils n'avaient aucune idée qu'il existait un cliché sur des femmes africaines. Donc, je ne sais pas si Antoinette a l'image. Malheureusement, je ne suis pas assez experte en informatique pour la... je vois déjà que Nicolas est à la rescousse. Hein, il arrive. Nicolas, il est à la rescousse. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, il s'agissait d'une exposition qu'il y a eu au City Museum, c'est le musée d'histoire de la ville de Luxembourg, il y a quelques années. Donc, il n'y a pas longtemps du tout. C'était une exposition qui s'appelait Plaques, donc ça veut dire nu en luxembourgeois, sur le nu dans l'art. Et ils avaient pris donc en photo principale pour la pub le nu, le corps d'une femme noire. Et en fait, c'est aussi le seul nu noir qu'il y avait dans l'exposition. Et ils ont choisi celui-là pour faire la pub principale. Et ça avait fait une discussion après où on s'était posé la question, voilà, quel était le choix? Est-ce que ça serait encore possible aujourd'hui, même si ça ne fait pas longtemps que ça a été le cas? Et voilà, et là, il y avait la question aussi du politiquement correct hein, qui était venu. Voilà, alors on la retrouve. Donc voilà, la peinture, c'était Antoinette Reuter qui en avait parlé dans sa présentation. Je vais peut-être juste passer la parole à Antoinette Reuter pour remettre ça un peu en contexte, surtout pour le commentaire, et peut-être après passer la parole à Jennifer et à Ishraf Nasri pour avoir aussi voilà, leur perspective sur le sujet et sur le commentaire aussi. Voilà, donc, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Voilà. Je voudrais pas du tout m'ériger en juge et encore moins en censeur, mais j'ai soulevé la question de cette image parce que je pense que il y a, comme l'a dit Antonia, un an, à peu près un an, le 13 novembre, que la donne a quelque peu changé. Donc, les personnes de la minorité afrodescendante au Luxembourg ont pris la parole et ont commencé à exposer donc, la situation dont ils se sentaient victimes au Luxembourg. Et donc, il me semble qu'on est entré dans un moment d'une sensibilité particulière et qu'il faut faire attention. Donc, tout ce que je voudrais dire par là, c'est qu'il faut qu'on parle, qu'on échange, qu'on réfléchisse ensemble. Donc, moi, l'image m'avait interpellée, en fait. Donc, cette exposition, c'était juste avant ce moment donc, de prise de parole. Et je dois dire que personnellement, l'image m'avait interpellée
quand je l'ai vu sur le bus et dans l'exposition aussi, parce que c'était la seule image d'une personne noire dans l'exposition. Donc ma question, c'était pourquoi spécialement on choisit cette image-là pour faire état du nu. Et donc, on a eu le samedi passé toute une discussion autour de la genèse des clichés, et on a vu que finalement, présenter les personnes africaines nues, ou particulièrement les femmes africaines nues, est représenté, relevé d'un cliché colonial. Donc, je suis sûre que les personnes qui ont choisi cette image ne voulaient peut-être pas servir ce cliché colonial, mais toujours est-il qu'on y est d'une certaine manière. Et qu'il faut peut-être, ce qui ne veut pas dire qu'il faut devenir maintenant politiquement correct et qu'il ne faut plus se servir de certains visuels, mais je crois que si on s'en sert, il faut savoir ce qu'on fait dans toutes les facettes. Donc le fait finalement que des personnes ignorent ces clichés ou ne les connaissent pas, c'est pas pour moi un argument pour estimer que ces clichés n'existent pas. Merci Antoinette pour cette réponse. Est-ce que peut-être Jennifer ou Ishraf Nasri voudrait répondre aussi, bon, pas maintenant spécifiquement peut-être sur cette affiche-là, mais aussi sur ce commentaire qui disait voilà, que certaines personnes ne voient pas le cliché, ou qui disait ne pas connaître le cliché sur les femmes africaines. Oui, je peux bien réagir là-dessus. Oui, comme Antoinette Reuter disait, ne pas connaître les clichés n'exclut pas la réalité que voient d'autres personnes qui se sentent concernées par ces images. C'est déjà dans l'art en général, dans les tableaux plus anciens, des grandes œuvres, on a souvent présenté le corps noir dénudé. Donc, c'est d'un côté souvent pour déshumaniser, hein, pour présenter le sauvage, donc nu, à côté d'autres personnages sur les tableaux qui souvent étaient habillés, ou bien dans l'arrière-plan en tant que serveur ou esclave. Donc là, dans ce contexte que ce tableau-là soit dans cette exposition ne me choque pas, parce que du coup, il y a une vision plus globale des femmes dénudées. Mais le fait d'avoir choisi, si c'était en plus le seul tableau où il y a une femme noire dans la collection, dans l'exposition, de choisir celle-là pour l'exhiber sur les bus et à l'extérieur, le choix me semble quand même comme si l'esprit général avait plus habitude ou acceptait plus de voir un corps noir dénudé, donc qui reste dans la représentation déjà qui provient de cet élan colonial, hein, de présenter le corps noir, et pas un autre corps, d'une femme blanche, justement. Donc, ce que j'ai bien compris, c'était pour peut-être moins choquer les gens à l'extérieur, je ne sais pas, mais le fait, si c'est le seul tableau et d'avoir choisi ce tableau-là pour le représenter à l'extérieur, c'est encore exposer le corps noir comme objet. Il y a le côté, enfin, je ne dis pas que le tableau et l'œuvre de l'artiste partaient dans cet élan-là, mais le fait d'avoir choisi ce tableau-là pour l'extérieur, ça me semble un peu, voilà, c'est moi, ça me choque un peu. Merci Jennifer pour cette réponse et cette réflexion. Je ne sais pas, Ishraf Nasri, est-ce que vous voudrez peut-être ajouter aussi un point de vue aussi sur ce commentaire, voilà, qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qu'il y a des clichés sur les femmes africaines. Il me semble que Madame Reuter et Jennifer Lopez, elles ont bien décrit ce que je voulais dire en fait, et je voulais juste peut-être rajouter une phrase du livre, encore une fois, de Edward Said. Il dit « Je m'efforce aussi de montrer que la culture européenne s'est renforcée et a précisé son identité en se démarquant d'un Orient
qu'elle pensait comme une forme d'elle-même inférieure et refoulée. Donc il y a aussi une certaine fascination par l'autre, une certaine fascination par ce qu'on ne connaît pas, et donc on essaye de le mettre en avant sans savoir se situer, en fait, se situer en tant que société structurellement raciste. Et donc, ça pose vraiment question par rapport à ce choix-là. S'il y a un seul tableau qui est représenté dans cette exposition, pourquoi on choisit encore une fois ce tableau-là pour le mettre partout, en fait. Merci, Ishraf Nasri, pour la réponse et aussi la citation. Je repasse peut-être la parole à Heidi s'il y a des nouvelles questions qui sont Oui, nous avons une nouvelle question de la part de M. Cocu-Nonois. Donc, merci à vous deux, Ishraf Nasri et Jennifer Santos, pour le partage de vos expériences. Vos démarches artistiques sont inspirantes et importantes, car c'est toujours productif de contribuer soi-même par sa prise de parole à créer et à occuper l'espace afin de transmettre un message et déconstruire une image négative de sa communauté à travers l'art. La potentialité de telles démarches se trouve, à mon humble avis, aussi dans la nécessité du réexamen et de la réorientation des présuppositions artistiques et des régimes de la perception qui découlent d'un complexe d'hégémonie ou de droit de veto par le jugement final. Comment vos démarches artistiques sont-elles perçues et jugées? Alors, je ne sais pas qui voudrait répondre en premier. Ishraf Nasri, peut-être? Je vous laisse le temps de relire la question, peut-être. Merci. Elle est un peu longue, mais très pertinente, je pense. Oui, en effet. Comment vos démarches artistiques sont-elles perçues et jugées? En fait, vu les circonstances maintenant et avec Black Lives Matter, ça a changé la donne. Donc, en tout cas en Belgique, ce n'est plus la même perception qu'on a nous-mêmes, qu'on a déjà sur notre propre art, mais aussi la société se situe maintenant dans un truc où, de réflexion, en fait, on va dire. Et donc, je vais plutôt répondre par rapport à ma simple expérience. Donc, bizarrement, ça a commencé, en tout cas avec la création de Xeno, et en 2020, principalement, ça a commencé à intéresser les institutions. Et donc, c'est aussi grâce à ce qui s'est passé en rapport avec George Floyd. Donc maintenant, c'est beaucoup plus apprécié, mais il faut faire attention parce que, en tout cas pour moi, comment je lis les choses, il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on peut vite être récupéré. Pour juste ramener une vitrine, une façade de cette institution, d'une interculturalité, d'une ouverture, voilà, d'une position bien, on va dire. Et donc, nous, il faut qu'on se positionne entre, oui, ok, on travaille peut-être avec les institutions, mais en même temps, on doit avoir aussi une réflexion par rapport à comment on peut, le maximum possible, visibiliser ces artistes-là, parce qu'elles doivent être visibles, elles existent, donc pourquoi elles ne sont pas visibles? Et c'est à travers ces grandes institutions, elles vont être visibles, ou à travers des galeries et à travers, je ne sais pas, des vidéos, par exemple, ou des témoignages. Et donc, voilà, c'est toujours double. C'est toujours double conscience, comme il dit Webb Dubois. C'est toujours avoir un conflit interne donc, qui est toujours présent. Comment faire pour, mais en même temps, comment ne pas être utilisé, en fait, ou approprié. Comment nos luttes ne soient pas appropriées. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question.
Oui, alors il y a Monsieur Kokunonoa qui fait signe que oui. Est-ce que Jennifer, tu veux dire quelque chose par rapport à comment ta démarche artistique est perçue et jugée? Je tiens à dire, juste encore une fois que, le timing était juste, idéal pour moi, hein. Je l'avoue, on avait créé Fincapé donc juste avant cette conférence qui a créé quand même une énorme différence au Luxembourg, qu'on pouvait prendre parole et être écouté. Heu, Après pour, mes projets personnels, bah, déjà au CDMH, on est bien reçus, il y a, l'espace pour, communiquer, des points de vue différents et voir comment, chacun peut se sentir, à l'aise dans sa démarche. Donc pour ça, il y a aucun souci. Pour le projet Papaya, bah, au final, au début, c'était, on Fincapé n'existait pas encore, existait que depuis quelques mois, enfin quelques mois quand même, 4 ou 5 mois. Et donc, il y avait un appel à projet, qui était quand même déjà bien avant et au final, j'ai quand même transmis le dossier à la toute dernière minute avec l'aide d'Antonia et à ce moment-là, bon, on a réussi, hein, le projet a été, accepté, mais je me pose quand même, la question: est-ce que moi, j'aurais introduit un projet de cette envergure avant, sans, les événements qui se sont produits? Je pense que personnellement, non, j'aurais pas osé. Déjà, premièrement, parce que moi-même, personnellement, je n'y étais pas encore dans cette prise de positionnement. Donc avec Fincapé, bah, ça donne quand même d'être plusieurs et de se réunir et d'avoir les mêmes, points de vue sur les sujets, ça aide beaucoup à s'affirmer aussi, hein, parce que seul, je pense que c'est quand même difficile et deuxièmement aussi, à l'extérieur, sans que ce tabou soit un peu rompu, je pense pas que l'accueil aurait été la même. Ça, c'est mon avis, je pense que déjà j'aurais pas osé. Je sais pas si, elle aurait été accueillie, mais par contre, en présentant mon projet, j'étais agréablement surprise déjà de l'ouverture d'esprit qui, au final, y était sans doute, sans que moi je m'en rende compte parce que je m'étais jamais, posé cette question-là auparavant. Donc c'était une grande surprise. Il y a une grande surprise, mais par contre aussi comme, Eshraf, l'avait dit, tout à l'heure, avec ces événements, on se pose quand même la question, voilà, on garde quand même ces doutes. Est-ce qu'on risque de tomber dans la récupération ou pas? Je pense que c'est le contact vraiment avec, les partenaires où on peut justement sentir, hein, c'est souvent très subtil aussi de voir si on est, au bon endroit ou pas et mais voilà, en tout cas, nous, enfin, personnellement, je parle pour, moi-même, je me dis: «Même s'il y a une vague actuellement, bah, je prends cette vague quand même parce que c'est, on a une voix, on est entendu, donc on en profite». Mais par contre, l'engagement fait aujourd'hui doit absolument tenir et perdurer. Ça, c'est voilà, si la vague à un moment donné est rompue, bah, on la moi personnellement, je ne lâcherai pas l'affaire et je resterai derrière et justement, je pense avec Fincapé, on est dans un très bon élan et qu'on ne lâchera pas l'affaire. Donc voilà, si cette vague nous sert, on la prend, pas n'importe comment, mais surtout on la maintient. Merci, merci beaucoup pour vos réponses. Je passe la parole à Antonia Ganetto qui veut participer. Oui, en fait, je crois que c'est une démarche qu'on a effectuée ensemble, Jennifer, et moi et les autres personnes qui font donc partie du groupe, artistique et je dois dire que c'était, un processus aussi, on va dire, pas pas très simple pour nous. Nous nous sommes tout le temps remis en question. Nous avons toujours essayé d'éviter cet écueil d'être récupérés et nous avons aussi discuté longuement pour rester authentiques. Donc ce processus qui nous accompagne tout le temps depuis le mois de novembre, qui d'une part, on nous écoute, on est médiatisé, peut-être beaucoup plus ici au Luxembourg qu'en Belgique. Non, c'est pas peut-être, mais sûrement.
j'en suis sûre. Mais d'autre part, et c'est une constance, nous essayons de rester, oui, de rester authentique et de ne pas nous faire récupérer. Et quitte à changer de voie, nous le ferons si nécessaire, mais naturellement, nous profitons maintenant de cet élan, de ce dialogue qui s'est instauré d'une part avec le centre de documentation, et je dois dire aussi, ce processus avec le centre de documentation s'est installé bien avant cet événement, il faut le dire. Mais nous sommes toujours en train de chercher la meilleure façon de faire. Ce n'est pas facile, et je pense que c'est un effort mutuel que nous consentons d'une part et de l'autre. Merci, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Peut-être aussi si on a des personnes des musées luxembourgeois qui sont présents, qui veulent peut-être prendre la parole aussi après ces réflexions quand même assez fortes qu'on a eues, peut-être une réflexion, mais peut-être qu'il faut aussi un peu de temps pour voilà, digérer tout ça et voir. Peut-être une petite question aussi, on parlait déjà avant la conférence avec Jennifer Lopez, on parlait de la légitimité, et là aussi pendant les présentations, on en parlait de la légitimité de l'artiste, hein, de sa place. Et ce qui m'intéresserait aussi, donc on parle aussi souvent de la légitimité de l'artiste femme et racisée par rapport aux institutions, au monde culturel, etc. Et qu'en est-il, par exemple, entre artistes, par exemple, entre femmes artistes racisées et les artistes non racisés, en fait? Est-ce que là aussi, il y a ce problème de légitimité? Peut-être, je ne sais pas si Jennifer veut ou Ishraf veut nous partager. Oui, je veux bien. Ce problème de légitimité, c'est une petite colle, celle-là, cette question. Je pense qu'en général, en tant qu'artiste ou en tant qu'indépendant, on se lance quand même dans l'incertain, hein. C'est tous les jours, on compte pas les heures de travail, du coup. On peut vite tomber dans un burn-out juste par ce genre de questionnement et de doutes, et de quantité de travail. Mais bon, après, on ne se plaint pas non plus, parce que s'il y a une demande et des contrats, on est content, parce que c'est comme ça que, voilà, qu'on peut avancer. Donc je pense que déjà, personnellement, sans enlever le fait d'être femme ou d'être racisée, c'est déjà un long processus quand même pour déjà apprendre à se connaître, maîtriser le médium qu'on a choisi ou que le médium nous a choisi, savoir transmettre ce qu'on veut dire. Enfin, c'est tout un cheminement qui n'est pas facile. Ça prend du temps, ça prend des années. Et en plus de ça, en tant que femme et afro-descendante, je pense que c'est la même chose que dans un autre domaine. On a peur de tomber dans les clichés. Si on nous aborde pour un projet, peut-être qu'on va prendre plus de temps de se poser la question: «Pourquoi moi?» Déjà parce que peut-être on a un doute et le problème de légitimité en tant qu'artiste, tout simplement, ou bien aussi, est-ce que c'est parce que, je suis une femme afro-descendante, enfin, parce que je suis noire? C'est quoi le rôle que je dois accomplir dans ce tel ou tel projet? C'est quoi qu'on attend de moi? Voilà, on se pose plein de questions, et je pense qu'on peut-être, hein, je ne sais pas comment ça se passe pour d'autres, mais il me semble bien qu'on se pose beaucoup plus de questions à ce moment-là, par peur d'être utilisé, récupéré ou ce genre de choses. Et des fois, c'est délicat parce qu'on peut avoir une période où on a des beaux projets, des belles collaborations, et puis il y a des périodes où on n'a rien, où justement on doit déjà se prendre la tête pour savoir comment je vais faire pour, je dis maintenant, les 3 prochains mois, ci et ça. C'est là où souvent se présentent des projets où au départ on a douté, donc voilà, je le prends, je le prends pas, jusqu'où je vais rester honnête et intègre, voilà. Mais je pense que
dans tous les domaines, ça doit être la même chose. Maintenant, moi, personnellement, j'ai pas encore réellement je vais avec le feeling, hein, je me fais confiance, mais aveuglement à ce moment-là, j'ai mon intuition qui me guide. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai toujours su répondre là où, le projet m'appelait réellement, me correspondait et j'ai eu de la chance aussi parce que j'ai eu des demandes. Déjà rien que ça, d'avoir des demandes, d'avoir des propositions. Donc je pense que je suis, chanceuse. Merci beaucoup pour, pour cette réponse. Ishraf Nasri, je ne sais pas, est-ce que vous voudriez peut-être aussi partager votre avis question, voilà, sur les questions de légitimité face aux institutions, mais aussi aux autres artistes ou votre vécu, par exemple? Oui, alors moi, je me retrouve entre deux positions. Une position, à la fois une position de privilégié. J'ai pu intégrer un milieu élitiste bourgeois et une position de dominé, donc les deux à la fois. Est-ce que j'ai la légitimité, par exemple, de parler de toutes les personnes racisées ou de toutes les personnes afrodescendantes, y compris les personnes qui travaillent, par exemple, dans le nettoyage ou... Non, ça, je n'ai pas du tout cette légitimité. Et même ces personnes-là, ils n'ont même pas l'espace pour parler de ça. Et donc maintenant, aujourd'hui, par exemple, je suis invitée en tant que quelqu'un qui a une espèce de capital culturel, qui a eu accès aux études, donc il a quelque chose à dire. Et donc, peut-être il faut repenser cette question de légitimité. Enfin, à la fois, donner la parole, c'est super bien, mais donner la parole à qui? Ça reste encore dans cette suprématie de connaissances et d'hégémonie épistémique. Donc, à la fois se positionner voilà, dans les deux et avoir toujours, comme j'avais dit tout à l'heure, ce conflit interne et le doute qui doit toujours être existant en fait, pour pouvoir à la fois réfléchir sur le pourquoi je suis invitée, mais à la fois comment je peux faire pour aussi faire exister des autres personnes aussi à travers ce que je suis en train de dire. Et donc, c'est toujours un dilemme et une problématique. Sinon, par rapport à la légitimité, par rapport aux institutions, c'est vrai, je rejoins aussi Jennifer par rapport à ça. C'est vrai, on n'a pas toujours cette confiance, je dirais, parce que évidemment, aussi, en partie, c'est l'absence aussi d'identification, mais aussi, c'est dû aussi à la colonisation. Moi, j'ai vécu en Tunisie où, par exemple, le savoir occidental, c'est le savoir. Par exemple, j'ai regardé il y a 2 semaines mon mémoire de master de 2013 en Tunisie et je regardais la bibliographie et il y avait d'abord, il n'y avait aucune femme et c'était tous des personnes occidentaux. Alors qu'on a du savoir, on produit du savoir, c'est juste qu'il est invisible. Et pour pouvoir intégrer ce milieu, il faut avoir une bibliographie rigide et riche avec, je ne sais pas, avec Michel Foucault, par exemple, ou avec des personnes qui sont super connues. Donc, tout ça, c'est aussi un processus de réflexion et c'est un processus qui ne va jamais finir, à mon avis. Donc, ça va toujours continuer je vais toujours continuer à réfléchir pour ne pas me perdre et perdre le chemin dans lequel je me suis mise dès le départ. Merci beaucoup. C'est très inspirant ce qu'on entend aujourd'hui. Je vais passer la parole à Monsieur Narcisse Dovenon qui nous fait signe. Oui, bonjour à toutes nos deux intervenantes. En fait, moi, j'ai une petite question à poser. Je n'ai pas encore eu la chance d'assister à une exposition d'une femme. Est-ce que entre une afro-descendante et un afro-descendant qui expose, est-ce que il y a quand même une ségrégation, c'est-à-dire qu'on préfère l'afro-descendant que l'afro-descendante. Deuxièmement, est-ce que il faut dans votre domaine, je crois qu'il faut la notoriété, c'est-à-dire que
il faut peut-être que vous ayez déjà fait preuve c'est-à-dire que vous ayez déjà exercé, qu'on sache que vous vous présentez bien. Je pense par exemple à quelqu'un, à ce Cap-Verdien, Nelson Neves, qui est quand même un artiste de renom ici au Luxembourg, qui représente le Luxembourg à travers le monde entier, je vais dire. Est-ce qu'il faut vraiment être quelqu'un de ce rang avant de pouvoir bénéficier des largesses d'une exposition? Je vais prendre la parole. Je ne pense pas qu'il faut absolument avoir une énorme notoriété. Alors, le Luxembourg, ce qui est plutôt bénéfique au Luxembourg, c'est que comparé aux autres pays, c'est quand même plus petit. Donc, si on rentre un peu dans le domaine culturel, on a vite repéré les contacts importants. Bon, après, il faut savoir comment s'y prendre et comment se présenter. Et bien sûr, se rajoute à ça ce courage voilà, de porter son travail et la légitimité, comme on en parlait. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment, allez, super difficile. Enfin, il y a quand même pas mal d'appels à projets. Il y a des aides aussi qui sont proposées. Moi, pour ma part, ce qui m'a pris le temps vraiment pour plus accéder à ce genre aux institutions, c'est vraiment une préparation personnelle. Si je pars du Luxembourg, maintenant je vis à Bruxelles, donc ici je dois faire les démarches aussi, trouver les contacts parce que ça fait pas si longtemps que je vis ici. Mais ce que je constate au Luxembourg, c'est que c'est pas une mission impossible, c'est qu'il y a quand même pas mal de propositions. Maintenant, oui, il faut savoir se présenter. Bon, maintenant, quand je dis ça aussi, il y a des codes aussi où on s'assimile assez souvent pour pouvoir rentrer dans les rangs. Donc, je ne pense pas avoir assez de recul hein, pour vraiment analyser comment j'ai fait mes démarches et comment je me présente, hein, parce que pour un entretien d'embauche aussi, si je vais à un entretien d'embauche, je sais pertinemment, en m'ayant déjà surprise et m'observant pendant que je me présente, je sais très, très bien qu'il y a des codes que j'emploie. Voilà, je suis à ce stade-là où je m'observe aussi comment je me présente et il y a des choses justement où je me dis des fois: «Est-ce que c'est toi, c'est pas toi?» Donc voilà. Mais je pense pas que ça soit impossible et qu'il faut pas absolument être dans un rang aussi, extraordinaire. Il y a plusieurs choses très différentes, des projets, des appels à projets différentes qui restent quand même accessibles. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Maintenant, moi, le message, c'est rester le plus authentique possible. Mais évidemment, et on trouve, de toute façon, le domaine artistique, il est déjà approprié par les hommes, mais pas n'importe lesquels. C'est les hommes occidentaux, les hommes blancs principalement. Mais il y a aussi les hommes afrodescendants. Et c'est vrai, les personnes, les femmes afrodescendantes, on les retrouve beaucoup moins. Alors que, par exemple, dans les écoles d'art, elles sont beaucoup plus présentes. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pendant des années, elles sont plus visibles. Et donc, c'est vrai que la question du genre qui se rajoute aussi à la question raciale, elle est très importante de l'étudier de plus proche. Et c'est pour ça, avec Xeno, la plateforme que j'avais créée, j'avais parlé de ça tout à l'heure, c'est se concentrer que sur les femmes. Parce que les femmes en général, blanches ou pas blanches, elles sont sous-représentées, en tout cas dans les références, dans le domaine scientifique, dans les recherches universitaires, elles sont peu présentes et encore plus les personnes racisées. Donc, c'est mettre l'accent sur ces productions-là, parce que je pense qu'il y a encore quelque chose à dire, certainement quelque chose à dire. Et quand je parlais tout à l'heure de l'intersectionnalité aussi comme outil d'analyse, de croisement de multiples discriminations à la fois à une seule personne qui peut subir. Donc, j'entendais aussi la visibilité aussi de ces personnes-là dans les expositions, mais aussi dans le champ de recherche. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question.
Merci. On touche lentement mais sûrement à la fin de la journée. Donc, je vois peut-être avec Heidi s'il y a encore des commentaires ou des questions ou quelqu'un qui veut prendre la parole avant qu'on termine. Alors, je pense que non, on a un peu fait le tour. Très bien. Alors, je voudrais dire un grand merci d'abord à nos interlocutrices qui, par leurs interventions, ont vraiment partagé quelque chose de très personnel, comme on a vu, dont beaucoup de personnes peuvent s'identifier. Et comme vous disiez vous-même aussi, il est important d'en parler aussi pour voir qu'on n'est pas seul, ou que vous n'êtes pas seul aussi, et puis nous tous ensemble, bien sûr, et d'avoir aussi cet échange ici pour, voilà, comme tout ce mouvement aussi de ces derniers mois, avoir ces discussions en public. Voilà, je pense que c'est très important. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et voilà, et merci aussi beaucoup à tous nos internautes, bien sûr, pour ces belles discussions et échanges qu'on a eus. Et donc, voilà, pour clôturer, je vais passer la parole à Antonia Ganetto, donc de FinCAPE, pour faire un premier bilan. Voilà, Antonia, je te passe la parole. Merci. Merci Laurence, merci à Jennifer et à Ishraf, merci à toutes les participantes et les participants pour cet après-midi, mais aussi tous celles et ceux qui ont participé ce matin. Je dois dire que je suis très heureuse aussi de l'intérêt que beaucoup ont manifesté par rapport à cette initiative. Et je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, personnellement, j'estime que les interventions de ce matin et de cet après-midi étaient de très grande qualité. Et je devais faire une conclusion, mais je pense que beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'on pourrait résumer un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui par quelques mots-clés. Donc, il s'agissait de mettre en perspective, de faire l'état des lieux de la représentation des afrodescendants et des personnes racisées ici au Luxembourg à travers l'art et les musées, mais aussi ailleurs. On a un petit peu, avec Monsieur Muteba Luntembwe, pu décoder le processus justement de l'altérisation de la représentation de l'autre dans l'art et aussi comprendre aussi le rôle de la transmission des connaissances normatives par les musées, donc de la nécessité de remettre en question cette représentation. Cet après-midi, nous avons eu donc 2 présentations très personnelles et nos 2 artistes ont parlé justement de l'assimilation, de peut-être des périodes où on se perd. Il s'agit de se retrouver, il s'agit de rester intègre, de prendre la parole, de s'articuler, de créer, de métisser et aussi à l'avenir de dialoguer, parce que je pense que nous vivons dans une société métissée et que nous devons d'un côté créer des espaces de confiance dans lesquels nous pourrons nous articuler entre nous, les afrodescendantes, les personnes racisées, mais aussi il faudra aussi essayer justement de trouver ou de se faire une place dans cette société, donc et ensemble chercher des stratégies d'inclusion.
Et c'est dans cette perspective que nous allons aussi continuer nos démarches. Et je vous invite tous les participants à nous communiquer un petit peu vos impressions, parce que je crois que ce qui est important, c'est aussi de faire le bilan. Le bilan de la conférence de la semaine passée par rapport à la représentation des afrodescendants dans les médias, le bilan d'aujourd'hui, parce qu'il s'agit aussi de transmettre et de construire sur ce que nous sommes en train de faire, parce que j'estime, je crois que nous sommes conscients de notre chance de faire partie de cet élan, de ce nouvel élan. Et donc, faites-nous part de vos impressions, de vos suggestions. Je remercie aussi l'enseignant qui a fait participer, entre autres, ses élèves à ces conférences. Je trouve que c'est une initiative vraiment importante, puisqu'il s'agit aussi de transmettre. Et ensuite, je finirai par dire que normalement, nous avions le projet de continuer le 5 décembre avec une nouvelle conférence. Néanmoins, le Centre de documentation sur l'immigration humaine et FINCAPE, nous avons décidé de nous accorder un peu plus de temps et nous allons justement mettre à profit ce temps pour réfléchir à comment organiser ou profiter de toutes ces expériences que nous venons de faire ensemble. Voilà, donc merci à toutes et à tous. Je vais passer donc la parole à Antoinette pour le mot de la fin. C'est bien ça? Oui. Oui, merci à Antonia d'avoir si bien fait le tour de la question. Au fond, j'ai vraiment rien à y ajouter. J'aimerais simplement remercier toutes les participantes et les participants des 2 réunions. J'aimerais aussi remercier nos intervenantes et nos intervenants, les personnes qui ont assuré la médiation. Donc tout cela fait que nous avons pu passer des moments très enrichissants ensemble. J'ai pour ma part l'impression qu'on est entré dans une sorte de période de remise en question, de réflexion, d'échange. Et je dois dire que je suis infiniment reconnaissante à FINCAPE d'être d'accord, d'avoir cet échange avec nous, parce que c'est pas forcément évident par les temps qui courent d'être prêt à offrir cette parole. Et donc, j'aimerais aussi que ça s'inscrive dans la durée et qu'on puisse, lors de la prochaine conférence, peut-être mettre en place des pistes qui permettront aux uns et aux autres de persévérer dans ces premiers pas qui ont été accomplis ces derniers temps. Voilà. Merci beaucoup à vous.